Explication spirituelle 66, de l'impossibilité de l'existence de Dieu et de l'évidence de l'existence des créateurs de l'humanité terrestre. Nous avons déjà établi la démonstration de base de l'inexistence de Dieu, mais que ceci soit clair, la croyance en Dieu est un besoin émotionnel chez les croyants, ils sont donc naturellement incapables de réfléchir rationnellement sur la question. Ce que nous allons faire ici, c'est examiner la possibilité qu'il puisse exister un être tout-puissant. La toute-puissance étant parmi les caractéristiques cruciales dont les croyants aiment affubler leur croyance en Dieu, de sorte que s'il est impossible qu'un être puisse être tout-puissant, alors cela implique nécessairement que Dieu n'existe pas. Qu'est-ce que la toute-puissance ? Peut-être devriez-vous faire l'effort d'accéder à une compréhension correcte de ce concept. La toute-puissance, ce n'est pas l'idée d'une très grande puissance. Si un être est tout-puissant, cela signifie qu'il peut accomplir exactement ce qu'il veut, tout ce qu'il veut, instantanément. S'il met du temps à accomplir ce qu'il veut, cela ne voudrait dire qu'une seule chose, il veut prendre du temps pour accomplir cette chose, sans autre raison que le pur arbitraire de son vouloir. Mais peut-être que vous ne comprenez pas tout ce que cela veut dire. Supposons un être tout-puissant. Il peut créer instantanément une espèce biologique composée d'êtres biologiques absolument parfaits, et dont la perfection est inaltérable dans le temps, et dont la perfection est permanente dans le temps. Que signifie la perfection pour un être biologique ? Cela signifie un être biologique sans défaut au premier degré et sans faiblesse au premier degré. Un être biologique qui ne souffre ni de chaud ni de froid, ni de maladie ni de vieillesse, ni de faim ni de soif, etc., et pour le dire positivement, un être biologique qui se sent toujours bien, qui n'a besoin de rien d'extérieur pour maintenir son bien-être, et que rien d'extérieur ne peut altérer. Sur le plan physique, un être biologique dans un état de santé parfait. Sur le plan émotionnel, un être biologique dans un état de sérénité et de joie parfait. Un être tout-puissant, qui créerait une espèce biologique imparfaite, une espèce biologique qui a besoin de compenser constamment des faiblesses et des fragilités, qui est caractérisée par nombre de besoins et nombre de vulnérabilités, et qui aurait besoin de progresser dans le temps pour tendre vers quelque amélioration significative de sa dynamique de vie et de sa dynamique d'existence, n'aurait fait cela que par une décision purement arbitraire de son vouloir. Vous ne comprenez pas ? Il n'existe aucune raison valable qui puisse déterminer un être tout-puissant à créer une espèce biologique imparfaite et ayant besoin d'évoluer si elle veut réduire son imperfection. Aucune raison valable, un être tout-puissant qui ferait les choses ainsi, les aurait faites ainsi, sur la seule base du pur arbitraire de son vouloir. Mais revenons à l'idée même de la toute-puissance. Pour faire quoi que ce soit, il faut du temps. Plus vous êtes puissant, et la notion fondamentale de la puissance désigne la capacité de faire les choses, donc, plus vous êtes puissant, plus rapidement vous pouvez faire les choses. Par exemple, si vous n'avez que de modestes moyens financiers ne vous permettant de dégager qu'un petit peu d'épargne de temps en temps, pour faire construire une villa, il vous faudra 20 ou 30 ans, parce que vous allez devoir financer les travaux, petit à petit, petit bout par petit bout. Mais si vous êtes multimillionnaire, vous pouvez faire construire votre villa en 9 mois ou moins de 9 mois. Autre exemple, supposons que vous avez une puissance de magnétisme qui vous permettrait de guérir quelqu'un, d'une maladie donnée, en 6 mois de soins quotidiens. Si vous aviez beaucoup plus de puissance de magnétisme, vous pourriez guérir la personne en 2 heures. D'un grand soin unique. Plus un être est puissant, plus il est capable de faire les choses en peu de temps, nonobstant la nature de la puissance, et nonobstant la nature des choses. Prenons le cas de la puissance de magnétisme, donc le cas d'un magnétiste, la personne disposant d'une puissance de magnétisme consistante de quelques degrés. Plus un magnétiste est puissant, moins il mettra du temps pour guérir les malades, ou pour susciter des expériences de conscience et des expériences de perception chez des sujets. À tel niveau de puissance, il sera incapable de guérir certaines maladies, ou de susciter certaines expériences. À tel autre niveau de puissance, plus élevé, il sera capable de guérir certaines maladies en 6 séances intensives, ou de susciter certaines expériences, mais il ne sera pas capable de le faire en moins de 6 séances intensives. Plus il élèvera sa puissance, moins il lui faudra du temps pour guérir, et pour susciter des expériences. S'il était tout puissant du point de vue de la puissance de magnétisme, il serait capable de guérir instantanément n'importe quelle maladie, et de susciter instantanément n'importe quelle expérience. Mais prenons le temps d'examiner cette notion d'instantanéité. La toute-puissance devrait permettre de faire les choses instantanément, parce que rien ne peut contraindre la toute-puissance à composer avec quelque durée que ce soit, pour atteindre quelque résultat que ce soit.
La raison fondamentale pour laquelle il vous faut du temps pour faire quoi que ce soit, c'est parce que vous n'êtes pas tout-puissant. Tout le reste est une rationalisation du fait que vous n'êtes pas tout-puissant, c'est-à-dire que toute raison que vous allez invoquer pour justifier le fait qu'il vous faut du temps pour faire ceci ou cela, est une raison secondaire qui découle initialement du fait que vous n'êtes pas tout-puissant. Si vous étiez tout-puissant, vous n'auriez pas besoin de prendre du temps pour quoi que ce soit, vous seriez capable de faire les choses instantanément. Que veut dire instantanément? Cela veut dire, qui se déroule en 0 seconde, en 0 unité de temps, peu importe combien petite vous définissez cette unité de temps, en 0 durée, peu importe combien petite vous définissez cette durée. Si cela se déroule en une durée non nulle, en une quantité de temps non nulle, alors ce n'est pas instantané, c'est juste très rapide. Non, il ne s'agit pas d'un artifice de langage. Au sens absolu, une chose instantanée est une chose qui se produit sans nécessiter la consommation d'aucune durée. On dit qu'il se produit en un instant, mais on oublie que la définition absolue d'un instant, c'est l'idée d'un instant ponctuel sans épaisseur, donc l'idée d'une durée strictement nulle. Dans la pratique, jamais rien ne se produit instantanément, certaines choses peuvent se produire rapidement, extrêmement rapidement, mais tout ce qui se produit consomme nécessairement une durée non nulle afin de pouvoir se déployer, afin de pouvoir se produire. Vous parlez trop vite quand vous parlez d'instantanéité, c'est-à-dire que vous vous contentez d'une approximation de langage inadéquate, l'utilisant comme si elle était adéquate, ignorant même qu'elle est inadéquate, parce que vous ne prenez pas de recul. Fondamentalement, est-il possible qu'une chose puisse se produire en une durée strictement nulle? Non. Pour qu'une chose se produise, elle doit se déployer dans le temps, aussi bref que soit la durée pendant laquelle elle va se déployer pour parvenir à la maturité de son expression. Si vous inventez une technologie qui fait pousser un citronnier en 3 heures, votre citronnier n'aura pas poussé instantanément. Si vous améliorez votre technologie pour le faire pousser en 3 minutes, ce ne sera pas instantané non plus. Même si vous inventez une technologie capable de faire cela en une fraction de nanoseconde, ce ne sera toujours pas instantané. Il est purement et simplement impossible qu'une chose se produise, si la durée pour qu'elle se produise est strictement nulle. Au fur et à mesure que vous augmentez votre puissance, vous réduisez la durée incompressible qu'il vous faut pour réaliser les choses, mais vous ne pourrez jamais faire tomber cette durée à zéro, à strictement zéro. L'une des implications directes de ce que nous venons d'expliquer, c'est que la toute-puissance ne saurait exister, parce qu'il est absolument impossible que quoi que ce soit puisse se produire en une durée strictement nulle. Il existe différents niveaux possibles de puissance, mais peu importe combien grande peut être une puissance donnée, elle est nécessairement finie, et peu importe combien augmente une puissance donnée, à quelque moment qu'on la mesure, elle sera toujours d'une mesure finie. Ici la règle fonctionnelle est simple, moins vous êtes puissant, plus vous avez besoin de temps pour réaliser les choses, et si le différentiel entre votre niveau de puissance et les choses à réaliser est trop important, vous ne pouvez pas réaliser ces choses, peu importe combien de temps vous allez mettre pour essayer de les réaliser, à moins de travailler d'abord à élever votre niveau de puissance et à réduire le différentiel. On peut poser cette règle fonctionnelle d'une manière différente encore, moins vous êtes puissant, plus il y aura de paramètres qui vont vous contraindre à prendre du temps pour réaliser les choses, peu importe votre volonté à ce sujet, et si le différentiel est trop important, vous serez simplement incapable de réaliser les choses concernées par ce différentiel, peu importe votre volonté à ce sujet. Cela veut dire que toute raison qu'un être invoquera pour justifier le fait qu'il ne fasse pas ceci ou cela instantanément, concernant quelque chose qu'il veut pourtant faire, est fondamentalement une démonstration du fait qu'il n'est pas tout-puissant, avant d'être une explication des contingences spécifiques qui se présentent comme des difficultés de quelque degré et de quelque nature, que ces contingences soient physiques, psychologiques, politiques, économiques, etc. Par exemple, si un être met 3 semaines pour construire une petite cabane dans les bois, toute raison qu'il invoquera pour justifier que cela lui ait pris 3 semaines, sera fondamentalement une démonstration de sa limitation de puissance, que ces raisons concernent la difficulté d'obtenir des autorisations des autorités locales, ou d'obtenir des matériaux spécifiques de construction, ou d'obtenir l'approbation des voisins. Un autre aspect de la règle fonctionnelle évoquée ci-dessus, c'est que le degré d'imperfection ou de limitation de ce que vous réalisez est corrélé au degré de limitation de la puissance que vous aviez au moment de le réaliser, en supposant évidemment que vous ayez eu la volonté de le réaliser au mieux. Par exemple, si les premiers trains n'étaient pas des trains à lévitation magnétique, et si les premiers trains ne dépassaient pas les 150 km/h et ne présentaient pas un grand niveau de sécurité et de confort,
c'est parce que la puissance de connaissances techniques et de compétences techniques des ingénieurs de l'époque ne permettait pas fondamentalement de faire mieux, indépendamment de toute limitation issue des limitations de budget. La réalité est celle-ci, il existe des êtres de différents niveaux de puissance au sein du cosmos, mais aucun de ces êtres n'est tout-puissant. Certains êtres sont suffisamment puissants, puissance psychique et puissance technologique, pour terraformer des planètes et y créer des espèces biologiques variées, mais il leur faut du temps pour réaliser de tels travaux, et il leur faut du temps pour résoudre tous les problèmes que soulève le fonctionnement d'un écosystème planétaire complexe. Certains êtres sont suffisamment puissants, puissance psychique et puissance technologique, pour créer des espèces biologiques intelligentes sur des planètes terraformées ou sur des planètes naturellement accueillantes pour la vie biologique complexe, mais il leur faut du temps pour monitorer le développement et la maturation de ces espèces intelligentes au fil du temps, jusqu'à ce que ces espèces intelligentes développent des civilisations matures, saines et stables. Et la raison pour laquelle il leur faut du temps, c'est parce que, fondamentalement, ils ne sont pas tout-puissants. Ils peuvent être très puissants, mais ils ne sont pas tout-puissants, ils travaillent à la mesure de leur niveau de puissance, et par ailleurs ils travaillent certainement à développer constamment leur niveau de puissance. L'humanité terrestre, entendez les complexions biologiques dites humaines, l'espèce biologique dite humaine, l'humanité terrestre a bel et bien été créée, mais pas par un Dieu qui serait tout-puissant, plutôt par des groupes d'êtres puissants, puissants par leur pouvoir psychique, puissants par leur connaissance technique, puissants par leurs équipements technologiques. L'imperfection de l'humanité, l'indigence de l'humanité, et la somme colossale des problèmes fonctionnels de l'humanité sur tous les plans, tout cela indique deux choses. D'abord, cela indique fondamentalement que le niveau de puissance des créateurs de l'humanité terrestre n'était pas suffisamment élevé à l'époque pour leur permettre de créer une meilleure espèce, peu importe par ailleurs les raisons contingentes qui pourraient être invoquées. Ensuite, cela indique fondamentalement que, si ces créateurs continuent de travailler pour porter leur création à maturité, et c'est le cas, ils n'ont pas été suffisamment puissants jusqu'à présent pour que le parachèvement de la maturation de l'espèce ait déjà été accompli, et sans doute que leur limitation de puissance signifie que leur travail sur ce point nécessitera encore du temps pour porter ses fruits. La traduction qualitative de tout cela, c'est que la création de l'humanité terrestre a certainement été difficile pour les créateurs, et que le monitoring de l'humanité terrestre par ses créateurs, afin de conduire peu à peu l'humanité terrestre jusqu'au développement d'une vraie maturité de civilisation, est également et certainement quelque chose de difficile. Cela demande du temps, et cela implique grand nombre d'efforts et de travaux, des efforts et des travaux contraints à la discrétion pour quelques raisons, une complexité fine et délicate, qui n'est pas toujours simple à gérer, dont des programmes discrets et indirects de surveillance, d'intervention, de correction, d'adaptation, de réorientation, de stimulation, d'accompagnement, de dissuasion, de persuasion, etc. Tout cela est loin du schéma de créateur susceptible d'agir de façon directe et magistrale aux yeux de toute l'humanité terrestre, la réalité terrestre indiquant que les choses se font de toute évidence de manière discrète et indirecte, parce que fondamentalement les limitations de puissance des créateurs ne permettent pas de faire autrement, leur puissance d'intelligence leur permettant de comprendre pourquoi choisir le travail discret et indirect afin d'avoir des résultats de meilleure qualité quant au développement de fond de l'humanité terrestre. Pour l'humanité terrestre, qu'est-ce qu'indique l'intelligence ? C'est une posture profondément immature et profondément stupide de se tourner vers le ciel, vers l'idée plus ou moins vague des créateurs, la conception la plus déformée étant celle de se représenter les créateurs de l'humanité terrestre comme un Dieu unique tout-puissant, de se tourner vers le ciel et d'en attendre ou d'en espérer un secours magistral et définitif. L'intelligence indique que l'humanité terrestre devrait faire le maximum d'efforts pour se redresser et pour évoluer, ajoutant ses propres efforts, aux efforts discrets et indirects des créateurs qui essaient de l'aider à se développer. Plutôt que de se tourner vers le ciel, l'humanité devrait apprendre à aller puiser au fond d'elle-même son potentiel de développement. Certes, les élites en sciences, en technologie et en spiritualité sont déjà dans la bonne posture, mobiliser au maximum leur capacité d'intelligence et de volonté pour magnifier la condition humaine à quelque degré et à quelque échelle, c'est la masse des croyants religieux qui constitue encore un vrai poids mort. Sensei Cyril Ndangasu.